début même, c'était pas forcément pour vendre. C'est aussi des djellabas que j'avais juste pris comme ça à Dubaï. Après, je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir des messages, je suis intéressée. Je me suis dit, mais tiens, ça marche ce truc. Et j'ai commencé à en commander. Dans un business, il faut être bon dans quelque chose. C'est-à-dire que je veux que dès qu'on tape Abaya, Sénégal, Google, c'est mes boutiques que tu vois. Au début, quand je venais de commencer, mes prix c'était quoi? 25, 30 000. Mais à un moment donné, il faut aussi réfléchir et voir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut satisfaire tout le monde ou est-ce qu'on va aller dans une gamme supérieure et avoir un type de client qui est sélectif. Le travail que nous on fait, parce que c'est important, on prend des tailleurs conformes sur une durée et qui arrivent à te faire des tenues, mais t'es là, on dirait que c'est du Zara. C'est ça en fait, ce plus-là. Pour moi, il faut payer le prix. Pas être copié en tant que créateur. Même si tu crées la même pièce, entre guillemets, on va dire, ce que toi tu vends, c'est ton histoire. C'est ce que tu as au fond de toi, c'est tes idées, c'est tes valeurs. Et c'est une chose qu'on ne peut pas te le prendre, on ne peut pas te le voler. Salam, c'est Manu Arthur. Encore un plaisir de vous retrouver sur Business Expertise, notre talk où l'on invite des profils inspirants, des profils qui font bouger les lignes, des profils qui mettent en place des choses, qui font énormément de choses. Et comme d'habitude, encore une fois, on a un invité assez particulier. Bon, ils sont tous particuliers. Mais tout d'abord, pour ceux qui veulent écouter ce contenu en audio, c'est disponible sur YouTube Music, ce qui vous permet de l'écouter en faisant du sport, en conduisant, en travaillant, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater plus de contenu de ce genre. Sans plus tarder, on laisse notre invité du jour se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Manu. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Meya. Je suis la fondatrice de Meya Boutique, donc, qui est une marque spécialisée dans les vêtements pour femmes. Et voilà, plus spécialement tout ce qui est boubou et tenues tradi modernes. Tu fais que des vêtements pour femmes. Pourquoi ces trucs de discrimination? Parce que c'est vrai. C'est vrai. Nous on est focus du dépenses, et d'autres trucs quoi. Les enfants, les factures, etc. quoi. Yeah. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Méa, c'est ton vrai nom, c'est un surnom? Alors, c'est mon vrai nom. Ok. Oui. Et en créant mon business, c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi. Comment est-ce que je pourrais l'appeler? Après, je me suis dit, je vais chercher trop loin en vrai, parce que j'ai un nom qui est quand même court, assez commercial, peu commun, donc je l'ai gardé. Est-ce que tu te souviens de la première expérience qui t'a permis de faire de l'argent, de faire du cash? Peu importe la somme et peu importe l'âge. Oui. Je pense que c'est déjà, moi j'ai fait une formation en marketing, management international. Donc comme tous les jeunes, j'avais le rêve d'aller au bureau, d'avoir mes propres trucs, mes cartes bancaires, etc. Donc il y avait ce rêve-là. Bon, après, je me suis rendu compte que pour moi, pas pour tout le monde, mais pour moi, c'était un idéal. Et voilà, qui n'était pas forcément le bon pour moi. Donc c'est quand j'ai commencé à faire de l'argent dans le bureau, à faire mon salaire, on va dire, en 2 jours, à vendre, à répondre un peu aux clientes. Pendant ce temps, bon, j'avais quand même aussi mon travail à côté. Et voilà, c'est là où je me suis rendu compte qu'il est temps pour moi de faire mes propres choses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ok, donc cette première expérience-là, c'était une expérience dans une entreprise? Oui. Ok, c'est la première expérience qui t'a permis de faire des sous. Oui. Donc avant, il n'y avait pas un petit business que tu avais commencé? Si, parce qu'avant Meya Boutique, je faisais des cheveux naturels. Et ça, c'était avant le bureau? Oui, c'était avant le bureau. Voilà, en fait, nous, on veut vraiment avoir la première expérience même. Okay. Voilà, on veut vraiment avoir ta première expérience, peu importe le domaine, qui t'a permis de faire de l'argent. Et là, tu te souviens que ça, c'est... C'était les cheveux naturels. Mais à la base, je ne suis pas forcément passionnée de ça. Je cherchais que l'argent. C'était en 2013, je me rappelle. Moi, j'étais à ISM, bon, je ne fais pas de publicité. Non, il n'y a pas de souci. J'étais à ISM et bon, tu viens d'arriver dans le secteur universitaire, etc. Donc,
Moi et mon frère, on partageait la même voiture. Donc on faisait que se faire des histoires et tout ça. Et à un moment donné, ma mère a confisqué la voiture. Elle nous a dit, vous allez prendre le taxi comme tout le monde. Ok. Donc j'ai commencé à partager avec mes copines et tout. À un moment donné, je me suis dit, je veux ma propre voiture. Et je ne travaillais pas, j'étais à l'université. Même pour le déjeuner, on me donnait des sous pour la semaine. Donc c'était compliqué. Ok. Et après, je suis partie en vacances. Et moi, je me rappelle, mon père m'avait offert une somme. Et je suis allée à Dubaï. J'ai vu des cheveux naturels. Et pendant ce temps-là, je pense que ça a commencé les gens commençaient à utiliser ça sur Dakar un peu. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai commencé à me renseigner un peu sur le secteur, comment est-ce que ça se passe et tout. Et je pense que c'est comme ça que je suis devenue modèle aussi, parce que généralement, tout ce que je vends, je teste sur moi. J'ai commencé à poster sur les réseaux. Les gens ont commencé à me demander. Je me suis dit, tiens, je pense que c'est un bon secteur. Et j'en ai ramené sur Dakar. Et je me suis dit, mon objectif, c'est qu'il me faut ma voiture, en fait. C'est une petite voiture de 2 millions, de 3 millions. Je veux ma voiture. Et du coup, j'ai commencé à vendre, à faire du profit, etc. Et un beau jour, j'avais une somme et je me suis dit, ça y est, je vais aller m'acheter ma petite voiture. Et ce jour-là, ma mère m'a rendu les clés, m'a dit, oui, mais c'est des voitures d'occasion, tu vas gaspiller ton argent pour rien. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à épargner, justement, à avoir mes propres sous et à être indépendante, entre guillemets. Donc, j'ai un peu goûté à ce truc où je ne demandais plus, où j'arrivais à faire mes propres sous, à me gérer. Et sur cette base-là, j'ai un peu pris goût on va dire, à cette indépendance financière-là. Parce que c'est très, très bien d'avoir ce sentiment, d'avoir ses propres sous et de se dire qu'on a travaillé nous-mêmes, en fait, pour l'avoir. Voilà. Tu voulais avoir ta propre voiture à toi. Exactement. Et tu t'es dit, OK, moi, je vais me débrouiller toute seule. Exactement. Pour acheter ma propre voiture sans l'aide des parents. Exactement. Et quand tu as atteint l'objectif financier pour acheter la voiture, finalement, voilà, on t'a rendu les clés de notre voiture et finalement, voilà quoi, tu as eu des fonds qui t'ont permis de faire autre chose. Exactement. Exactement. En tout cas, voilà quoi, c'est-à-dire, je sais qu'il y a énormément de gens qui seraient dans la même situation, ils n'auraient pas réfléchi comme tu as fait, etc. Et voilà quoi. À quel moment est-ce que ce business-là s'est arrêté? Et au moment où tu faisais ce business-là, tu étais toujours à l'école? Oui, au début j'étais à l'école et ensuite j'ai commencé à travailler. Donc, responsable marketing et tout. Mais justement, c'est ce que je dis à tous les jeunes. C'est une technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir envie de faire quelque chose et ne pas avoir assez de moyens pour se lancer dans ce business-là. Donc, on peut aujourd'hui penser que business et pas passion. C'est-à-dire s'investir dans un domaine où on sait qu'on peut faire rapidement de l'argent. Parce que moi, j'ai fait du marketing, donc je savais un peu comment vendre sur les réseaux peu à peu. C'était en 2017, donc c'était pas comme maintenant, mais quand même. Donc quand les gens voyaient, les gens s'intéressaient peu à peu. Donc moi, je me dis c'est un bon moyen en fait de s'investir dans un business dans un court terme pour am ce qu'il faut. Et ensuite s'investir justement dans ce qu'on aime. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai commencé par les cheveux, mais comme on dit, parce qu'en vrai, c'est pas mon domaine. Il y a une continuité dans un business parce que généralement, celles qui sont vraiment bien dans ça, qui vendent des cheveux, la suite logique serait qu'elles aient leur propre salon, ensuite qu'elles suivent en fait l'évolution des coiffures et tout ce qui vient. Et c'était pas mon domaine parce que je suis pas très manuelle, c'était pas mon truc. Donc à un moment donné, la moitié, parce que c'était pas ce qui est fait pour moi. Et voilà, je me suis dit, je me tourne vers les habits parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Ce que tu dis, c'est vraiment une très bonne astuce pour démarrer avec les moyens du bord. C'est-à-dire, dans un premier temps, je fais quelque chose qui me permet de réunir des sous. Exactement. Ça peut ne pas forcément être une passion, exactement, mais ça peut être une opportunité parce que tu as remarqué que oui, à cette période-là, les cheveux, ça marchait bien, exactement, les dames,
elles aimaient ça. Tu as profité d'une opportunité Exactement. pour te faire rapidement des sous Exactement. et utiliser ces sous-là pour faire vraiment ce que tu aimes. Exactement. Et ces opportunités-là, c'est des opportunités qu'on peut avoir aussi quand il y a des événements, par exemple. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, Exactement. ça peut être la Tabaski, la Korité, etc. Exactement. Un truc saisonnier, tu l'utilises comme Exactement. tremplin pour... et c'est un Exactement. très bon conseil business, quoi. C'est un très bon Exactement. conseil business. Regarde, à l'école, tu avais quel niveau? J'étais... bon, disons, Major de promo? non. J'étais plutôt la fille, on va dire... j'étais assez responsable parce que dans mon année jungle quand même, mais je ne faisais pas mine de l'élève la première de la classe et tout, parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est coquetterie, voilà, mettre mon maquillage dans mon sac, venir en classe, donc j'avais peut-être l'air de l'élève qui perturbe, mais quand même, je me débrouillais pour avoir ce qu'il faut. C'était pas le truc où j'étais fan de l'école, et puis voilà, parce qu'en vrai, je suis une passionnée. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des matières que j'aime, où je suis vraiment investie. Les matières que j'aime pas, j'étais vraiment, voilà quoi, pas trop... mais je me débrouillais justement pour m'en sortir. Voilà. Il y a des classes où, on va dire, en première, en seconde, on n'était pas forcément nombreuses, parce que j'étais à Jeanne d'Arc. Donc, c'est des classes où j'arrivais à être soit première ou deuxième. Et il y a eu des classes où je me débrouillais juste pour avoir un 12 ou un 11. L'essentiel pour moi, c'était de passer. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà quoi, après l'école, tu as des choses, des compétences que tu aurais aimé acquérir à l'école et que tu n'as malheureusement pas pu? Alors, bon, pas forcément pour l'université, mais pour l'école classique, oui. Parce que moi, je me dis, un enfant, très tôt, a ses passions et ses orientations. Et parfois, à l'école, on a tendance à nous classer d'une façon qui n'est pas forcément objective. Parce que tu peux avoir un élève qui est très, on va dire, cérébral, très chiffre, très performant sur certaines choses, et un étudiant qui est quand même rêveur, mais très bon. Rêveur, mais très créatif. Donc déjà, moi, je pense que le système de base qui est erroné, c'est un peu, on va dire, à l'école. Si on nous classait un peu par rapport à nos feelings, par rapport à ce qu'on aime, qu'on essaye aussi de nous parler un peu de business. Voilà, toutes ces petites choses-là, même si... bon, même si ce n'est pas forcément facile, mais c'est de faire des petites foires, des choses comme ça, l'éducation financière, des choses comme ça pour les enfants. Donc ça ferait que, à un moment donné, on peut savoir ce qu'on veut faire. Parce que moi, je me rappelle qu'en terminale, je ne savais pas forcément ce que je veux faire. Alors que s'il y avait ce truc où il y avait la vente, où il faut aller vers les gens, même si c'est pour vendre des petites choses dans des foires, dans des kermesses, dans des choses comme ça, aujourd'hui, l'élève aurait pu développer en tout cas des choses qui permettront facilement d'avoir son orientation quand on est adulte. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, c'est très, très bien d'avoir tout ce qui est aptitude. On va dire être bon en maths, être bon en trucs et tout ça nous apprend un peu la logique et comment vivre. Mais le savoir-faire, le savoir-être, le fait d'avoir conscience de son potentiel et tout. Après, c'est des choses qu'on a peut-être fait à l'université, un peu tout ce qui est développement personnel. Donc moi, j'ai préféré mes années universitaires que mes années au primaire, tout ça. Parce que j'avais juste l'impression que le primaire, on était tous des clones et il fallait juste remplir un barème ou un quota qui était donné. Alors qu'à l'université, on se posait plus des questions sur soi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on est bon dans ça? On n'est peut-être pas bon dans ça, mais on est peut-être bon dans tel secteur. Et ça, c'est important de développer en fait ces aptitudes-là chez chacun d'entre nous, en fait, ce qui permet de savoir qu'est-ce qu'on a comme rêve, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont nos aptitudes, etc. Great. Comment est-ce que la transition cheveux naturels, marque de vêtements, s'est faite? Alors, je pense que c'est une transition qui a été naturelle. Hein. Comme j'ai dit, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est mode, tout ce qui est tenue, tout ce qui est sañse. J'ai toujours fait mes tenues toute seule. Je pouvais passer la nuit chez les tailleurs et tout, la Tabaski ou la Korité pour faire mes tenues. Donc, c'est venu facilement. J'ai commencé à faire des boubous, des abayas,
peu à peu à vendre dans le bureau, un peu transformer le bureau même en un truc de commerce, parce que je mettais dans ma voiture, je venais, je vendais un peu. Donc je savais au fond de moi que c'était mon truc en fait. Est-ce que tu te rappelles de ta première vente de vêtements, de la première tenue que tu as vendue? Oui. Et ça, comment est-ce Et que ça même s'est de la passé? personne. Parce que je postais en fait sur Facebook. Donc l'idée c'est que ce que je veux vendre, c'est ce que je porte. Moi, c'est ce que je me dis. Pour aujourd'hui attirer et faire que les gens s'intéressent à ce qu'on fait ou qui se projettent. Donc après, je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir des messages sur Facebook. Je suis intéressée. Au début même, c'était pas forcément pour vendre. C'est aussi des djellabas que j'avais juste pris comme ça à Dubaï. Et je me suis dit, mais tiens, ça marche ce truc. Et j'ai commencé à en commander, à en ramener et puis voilà. Donc, dans un premier temps, c'était du commerce de vêtements que tu avais. Exactement. C'était pas forcément de la création. Ah, ok. Et ensuite, quand j'ai commencé, comme au Sénégal, dès que tu fais quelque chose, tout le monde le fait, évidemment. Parce que je pense que les djellabas, ça existe depuis. Yeah. Mais aujourd'hui, on peut prendre un produit qui existe depuis et le valoriser. Donc les gens se disent, ça marche ce truc. Et tout le monde a commencé à aller à ramener les mêmes produits. Et moi, je me dis que c'est pas forcément intéressant, en fait, depuis le début, je le dis, c'est pas forcément intéressant de faire les mêmes choses que tout le monde. C'est là où j'ai commencé à avoir mes propres tailleurs. Donc, mais c'était des tailleurs indiens, Bengla, qui comprenaient même pas forcément ni français, ni truc, l'anglais, c'était pas trop ça. Donc je travaillais avec eux à distance. Et je testais aussi leur capacité. C'est-à-dire, c'était de faire des choses qui ne sont pas sur le marché de Dubaï, en fait, des choses différentes. Yeah. Et c'est comme ça que j'ai commencé justement à me différencier, à faire des choses. Et après, bon, tout ce qui est importation pour ramener et tout, c'était compliqué. Et là, j'ai commencé à créer voilà, mon atelier ici. Je pense que les choses venaient peu à peu, donc à partir des échecs, des expériences. Quand cette direction ne marche pas, on se rend compte qu'il faut aller vers une autre direction. Moi, c'est venu tout seul. Yeah. Et il y a une chose, une des business Bouga et Ghana, il y a une des business que les gens aiment bien lancer. Il suffit que les gens aient un peu de notoriété ou bien, I don't know, vite fait, ils lancent une marque. Exactement. Est-ce que c'est aussi facile de lancer une... Bon, je dirais pas, parce que tout le monde peut lancer des... Est-ce que c'est aussi facile de développer une marque? C'est pas aussi facile. Selon toi, quelle est la partie la plus compliquée dans le développement d'une marque que les gens ne prennent pas en compte en fait, avant de se lancer? Bon, parce que moi, je me dis, une marque aujourd'hui, ce n'est pas une question de célébrité, ni de followers, ni de parce que les gens t'aiment, etc. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est le travail. C'est vraiment savoir d'où on vient. Moi, aujourd'hui, pour en arriver là, c'est parce que j'ai commencé depuis 2017. Aujourd'hui, quand les gens arrivent même à acheter ton produit à un certain prix, ces personnes-là achètent ton histoire. Ils n'achètent ni tes followers, ni ta célébrité, ni tout ce que tu montres. Mais derrière, c'est l'histoire, les valeurs que tu portes, l'image que tu ramènes. Et c'est toutes ces choses-là. Et pour moi, ces choses-là se construisent dans le temps. Il faut beaucoup de patience. Donc, ce n'est pas vraiment une question de notoriété ou juste même de moyens, parce que tu peux avoir les moyens de réveiller demain, d'essayer de créer une marque, lancer et que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir un attachement ou d'avoir en tout cas ce link-là, de te suivre, de savoir ce que tu fais. En plus d'avoir, on va dire, ce côté beau, il faut que ça soit bien fait, etc. Mais il y a un attachement qui est là. Et ça, ça se construit dans le temps. Yeah. Donc, oro yakamti. Ok, tu parles d'attachement, tu parles de... Et je pense automatiquement à quoi? À une communauté qui est là, qui a grandi avec toi, qui s'est développée avec toi et qui finalement développe une relation qui va au-delà de, des transactions, quoi. Tu as parlé tout à l'heure rapidement de prix. Bon, ça c'est inévitable, quoi. Tu as sûrement des gens qui te disent que oui, les prix sont chers. Qu'est-ce que tu penses de tes prix? Alors, moi, je me dis aujourd'hui, en lançant un business, il faut quand même une stratégie. Et la stratégie, c'est que moi, au début, quand je venais de commencer, mes prix, c'était quoi? 25, 30 000. Mais je vendais à tout le monde. C'était vraiment une stratégie de masse. Donc, c'était un peu pour voir, on va dire, comment on le dit en français, pour assess, pour voir jusqu'où je peux aller. C'est-à-dire qu'à la Tabaski, je peux avoir une salle qui est remplie de tenues parce que tout le monde achète.
Mais à un moment donné, en évoluant dans un business, il faut aussi réfléchir et voir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire des produits pour satisfaire tout le monde? Et ça, c'est un peu comme les Chinois ils font. Donc, ça peut être une qualité, mais qui est moyenne et qui satisfait tout le monde. Ou est-ce qu'on va aller dans une gamme supérieure et avoir un type de client qui est sélectif? Et moi, c'est ça que j'ai choisi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'investis énormément dans tout ce qui est tissu, tout ce qui est main-d'œuvre, tout ce qui est, en fait, ramener tout ce qui est garniture, etc., pour que mes clients puissent se sentir uniques. Mais pour ça, il y a un prix. Non, d'accord. Non, en fait, vu que tu as fait du marketing, en fait, tu parles marketing, en fait. Tu parles marketing. Il y a autre chose. Bon, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si c'est le cas maintenant. Est-ce que tu as une boutique maintenant? Non. D'accord. C'est un choix. Mais à boutique avec la notoriété de marque, etc., je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui ne... Voilà quoi, qui se diraient que normalement, mais à boutique, elle a plusieurs... qui commence d'ici et elle en a plusieurs... voilà quoi, dans plusieurs pays, etc. Exactement. Pourquoi ce choix de ne pas avoir une boutique? Alors, parce que pour moi aujourd'hui, lorsqu'on crée un business, il faut être fidèle à son histoire. Yeah. Moi, j'ai démarré avec les réseaux sociaux. Et Dieu sait que j'ai les moyens pour m'ouvrir des boutiques un peu partout. Mais je n'ai pas envie de m'ouvrir des boutiques un peu partout, d'avoir énormément de charges et de me rendre compte que ce n'est pas ce qui définit mon business. Moi, ce qui définit mon business, c'est le digital. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment pour montrer qu'on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Il faut faire ce qui marche pour nous. Yeah. Et ça, c'est super important. Moi, je me suis rendu compte qu'en mettant, on va dire, en investissant dans la communication, plutôt que d'avoir une boutique, des charges, un vendeur et tout ce tralala là, moi, je préfère être juste derrière mon téléphone et contrôler. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, en postant sur les réseaux, le nombre de vues qu'on a, on n'aurait pas forcément ces nombres de visites-là dans une boutique. Pas que ça peut être bien, mais moi, personnellement, j'ai vraiment choisi pour le moment de ne pas en avoir. Parce que déjà, ma stratégie, c'est faire déjà une vente en ligne. Celles qui achètent chez moi, elles n'ont pas le temps. Yeah. Ce n'est pas des gens qui vont venir le samedi, etc., acheter, prendre. Non. C'est des gens qui n'ont pas le temps, qui travaillent, qui ont des réunions, qui bougent beaucoup, etc. Et au fil du temps, j'ai eu à développer aussi une clientèle qui est surtout dans la sous-région. Donc, sur une balance, ma clientèle est plus dans la sous-région maintenant que sur Dakar. Donc, je ne vois pas forcément l'obligation, en tout cas pour le moment, d'avoir une boutique, parce qu'avec le digital, ça marche très très bien. Et tu parles de clientèle dans la sous-région. Toi, comment est-ce que, quand tu réfléchis en termes de marché, pour toi, voilà quoi, où est ton marché? Quelle est c'est-à-dire, parce qu'il y a énormément de gens, d'entrepreneurs, etc., ils réfléchissent même pas à Sénégal, ils réfléchissent Dakar. Pour toi, quand tu réfléchis marché, voilà quoi, tu as quoi dans la tête? Tu réfléchis jusqu'à où? Alors, quand je réfléchis marché, moi, c'est vraiment au-delà des frontières parce que j'ai vraiment... En fait, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Déjà, de la conscience des gens, des Africains, entre guillemets, parce que c'est eux qui sont vraiment ma cible. Donc, c'est vraiment ça. Quand on crée des tenues aussi ou quand on crée des choses, il ne faut pas vouloir plaire à tout le monde. Il faut avoir une cible. Et quand on a une cible, c'est sur cette base-là qu'on arrive à créer, qu'on arrive à avoir sa stratégie, qu'on arrive à avoir les façons de faire et on va dire, et les manières. Et moi, aujourd'hui, en faisant... Voilà, je perds le fil par contre. Quand marché, c'est-à-dire pour marché, toi. D'accord. Ok, donc en fait, aujourd'hui, en pensant marché, justement, moi je vois au-delà, en fait. Parce qu'actuellement, même on voit que même les stars américaines, tout le monde se tourne vers l'Afrique.
Yeah. Donc, il ne faut pas juste viser Dakar, il faut viser au-delà de ça. Donc, ce qui fait que moi-même, en créant au début, je pouvais faire des trucs très, très sénégalais, assez larges, assez colorés, avec des gros foulards et tout ça, parce que la femme sénégalaise est réputée, en fait, pour vraiment aimer le sañse, etc. Et on se rend compte que quand on va sur Abidjan, elles sont beaucoup plus minimalistes, beaucoup plus sobres, etc. Donc, moi, en créant même des tenues, dans le choix de mes couleurs, dans le choix de tout ce que je fais, ça dépend vraiment de ma cible. Donc, j'essaie de faire en tout cas des pièces inclusives qui font que tout le monde se retrouve. Et ça a toujours été mon slogan. Je dis Fashion for all women. Et donc, c'est vraiment faire des pièces qui font que tout le monde puisse se retrouver dedans, en fait. Vu que tu interagis avec des clientes de différentes nationalités, est-ce que tu sens une différence entre la cliente ivoirienne, la cliente sénégalaise, la cliente malienne, etc.? Alors, bon déjà, moi, dans l'interaction, il y a quelque chose en fait que j'ai eu à apprendre, c'est-à-dire dans mon business. Beaucoup de gens aussi m'ont, en plus de me dire « Ah, tu n'as pas de boutique », beaucoup m'ont dit « Mais ton site, parfois il marche, parfois il ne marche pas ». Donc en fait, on a créé un site qu'on a mis là, mais en vrai, c'est comme une vitrine. Et je me rappelle qu'au début, moi, c'est depuis Viber que j'ai commencé à parler avec les clientes. Et on se rend compte, et je l'ai toujours dit, on gagne plus de clientes en Afrique lorsqu'on a une proximité. Il ne faut pas vouloir créer le modèle européen, on va dire. Donc, c'est peut-être des gens qui sont là, qui n'ont pas envie de te parler, qui sont très froids, qui veulent gagner du temps, qui rentrent sur le site web, on va dire, qui cliquent et qui commandent. Ce n'est pas un système qui marche en Afrique. Moi, je l'ai essayé, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain, il faut qu'il sache où est-ce qu'il transfère son argent, à qui il l'envoie, à qui il parle. Il ne va jamais te mettre sa carte tout de suite. Et pourtant, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est très, très important. Donc moi, aujourd'hui, dans mon système, tout est réfléchi. Je parle sur WhatsApp, même si je dois être jusqu'à 4 heures du matin pour parler aux gens sur WhatsApp. C'est vraiment un système que j'ai choisi qui marche bien. Parce qu'aujourd'hui, la clientèle africaine, elles ont ce truc-là en commun, elles sont chaleureuses. Elles ont besoin de discuter. Elles ont besoin de wartan, même parfois. Elles vont te parler de plein de choses qui ne sont pas forcément en rapport avec la tenue. Elles vont dire, mon mari aime ça, etc., etc. Donc, il faut s'adapter en fait au mindset de sa cible pour aujourd'hui pouvoir développer son business. Et moi, je trouve que c'est ce qu'elles ont en commun. C'est ce truc-là où elles aiment s'habiller, où quand elles portent une tenue une fois, elles ne vont pas le reporter dans un autre truc. Elles ont besoin de discuter. Elles ont ce pouvoir d'achat-là, mais elles ont besoin de sentir que tu es là pour elles. Et moi, je pense que toutes les Africaines, elles ont ce truc-là Non, tu as tellement raison. Commun. Tu as tellement raison. Parce que, bon, comme je t'ai dit, hein, nous, on est une agence digitale, on accompagne énormément de marques. On accompagne même des marques, en fait. Et des marques. Et il y a une chose que tu as dit qui est très importante, c'est que le client africain a une certaine particularité. Derrière, le client a besoin de parler à une vraie personne pour passer à l'action. Exactement. Et raison pour laquelle nous, au début, on faisait des sites avec oui, tu as la possibilité de payer directement en ligne, par carte, par moyen de... Personne ne calcule. Après, on a changé la technique. Exactement. Aujourd'hui, on utilise aujourd'hui une technique qui consiste, quand c'est un site internet, quand tu cliques sur commander, tu commandes sur WhatsApp. La commande tombe sur WhatsApp. Exactement. Et toi, tu reçois un récapitulatif de la commande. Exactement. On a un outil qu'on installe sur les sites qui permet à la personne à la marque de recevoir un récapitulatif de la commande sur WhatsApp. Et là, ce qui permet à la personne de parler à une vraie personne, de se rassurer avant de passer à l'action. Et là, tu peux donner à la personne la possibilité de payer par tous les... Tu as tout compris, quoi. Exactement. Et regarde, est-ce qu'il faut forcément être... Parce qu'avant, ce qu'on voyait, c'est quoi? Les grandes marques. Les grandes marques qu'on connaissait avant. À la base, les fondatrices ou bien les personnes à la tête, c'était des couturiers. Tu es couturier, tu évolues, à un moment donné, tu as ta propre marque, tu essaies de faire beaucoup plus que ton ancien patron, etc. Et aujourd'hui, pour mettre en place, pour développer une marque, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut être un couturier? Est-ce qu'il faut faire une formation en design, etc.
Non, pas forcément. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, faut aller vers les nouveaux métiers. Et c'est pas pour rien qu'on fait des formations en marketing, en digital, etc. Il faut laisser à chacun son métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je me rends vraiment compte que l'artisanat sénégalais est très développé. Mais le problème qu'ils ont parfois, c'est dans les finitions, c'est dans la promotion, c'est le fait de créer en fait des choses qui sont, on va dire, yutolo ak jamono. Yeah. Comment le dire en français? Yutolo ak jamono. Et aujourd'hui, quand tu es passionné de quelque chose, tu peux ne pas forcément avoir le savoir-faire, c'est-à-dire s'asseoir derrière une machine et le faire, mais tu peux avoir le feeling. C'est-à-dire que moi, quand je parle à mes tailleurs, pour certains, on ressent les mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils ont l'expertise. Et moi, j'ai ce feeling-là pour compléter. Pour moi, il y a cette magie du win-win là qui est excellent lorsqu'on est entrepreneur. Je pense que j'avais même déjà vu une vidéo de Steve Jobs où on disait que c'est pas le gars qui est derrière les applications ou en tout cas derrière tout ce qui est... c'est plutôt le cerveau. Et aujourd'hui, en entrepreneuriat, on n'est pas forcément obligé d'être le gars qui est derrière la machine, quoique c'est un plus. Mais il suffit pour moi d'avoir la passion, l'expertise, le bon feeling business, savoir qu'est-ce qui marche, créer selon la saison, etc. Et ensuite avoir la bonne main-d'œuvre qui est là, parce qu'on ne peut pas vraiment tout faire. Quels sont tes clients qui payent le plus en termes de nationalité? Ou bien qui peuvent payer sans trop négocier? Bon, je sais qu'au Sénégal, on a vraiment l'art du wakhalé. On aime trop wakhalé. Parfois, je peux dire à quelqu'un, la tenue coûte 80 000, ils me disent 8 000. Genre, t'as pas un zéro en plus. Et bon, après, je comprends un peu parce que ici, tout ce qui est tailoring, tout ça, c'est très développé. Yeah. On a un tailleur à chaque Coin de rue. Coin de rue, etc. Mais justement, le travail que nous on fait, pourquoi est-ce que c'est important? On prend des tailleurs conformes sur une durée et qui arrivent à te faire des tenues, mais t'es là, on dirait que c'est du Zara. C'est ça, en fait, ce plus-là. Pour moi, il faut payer le prix. C'est clair. Maintenant, je sais que moi, je vois beaucoup quand même en Afrique, dans les pays. À Abidjan, je sais que c'est des gens qui valorisent beaucoup tout ce qui est made in Africa, parce que c'est aussi une question de tendance maintenant. Parce qu'on sait que les gens commencent un peu à boycotter tout ce qui est marque européenne, etc. On préfère prendre un sac Neneya qu'aller s'acheter un sac Dior, etc. Right. Et c'est une bonne conscience de consommer africain et de se dire le prix qu'on est prêt à payer quand on voyage dans les malls, etc. Et d'être super fier de se dire j'ai mon sac Chanel, je l'ai acheté à temps, etc. Mais c'est pour moi, dans ce même esprit-là qu'on devrait être solidaire et consommer africain. Et se dire que comment je peux payer mon sac Chanel à tel prix, c'est à ce même niveau-là que je peux payer ma tenue Meya ou mon sac Neneya, etc. Mais au même prix et le porter fièrement. Parce que derrière, il y a une expertise, c'est un métier d'artisanat qui est derrière. Et ça n'a rien à voir avec cette histoire de tailleur du quartier. Yeah. Donc, pour moi, c'est un esprit déjà de pouvoir sortir son argent et payer cette pièce en prêt-à-porter, on va dire. Mais quand même, beaucoup de femmes, même les Sénégalaises, en fait, comme avant la niaou, tabaski, tout ça, elles comprennent que maintenant, tu leur achètes, elles achètent, non, je veux dire que toi, tu leur as acheté leur stress, le temps qu'elles allaient perdre chez le tailleur, les risques que ça rate, et elles sont sûres que c'est bien. Donc, elles sont prêtes à payer le prix qu'il faut. Et tu nous as toujours pas encore dit où il y a plus d'argent à se faire. Hein? Bamako, Abidjan. Bamako, elle paye bien. Elle paye bien aussi. À Abidjan aussi. Oui. Mais pas au Sénégal. Au Sénégal, elle paye aussi, mais elles aiment Wakhalé. Mais elle paye. Ok. Non, c'est bien. Et est-ce que tu as des hommes qui viennent acheter? Oui. Déjà, moi, je fais quand même, je suis réputée pour ça, de faire des tenues pudiques. Et je sais que les hommes sénégalais, ils aiment quand la femme s'habille pudique.
Donc, quand même, j'ai une clientèle homme qui achète beaucoup pour leurs femmes, Yeah. etc. Ouais, pas mal. Right. Tu as un peu parlé de des équipes, etc. Quelle est la partie la plus compliquée dans la gestion des équipes? Déjà, le fait d'être une femme et de devoir gérer des hommes. Parce qu'on sait que derrière, ils ont cet ego-là, ce truc où ils vont peut-être vouloir bien faire, mais il faut mettre de l'eau dans son vin. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, il n'y a pas d'échec, mais on apprend en fait au fil du temps. Je sais qu'au début, en ayant eu mon premier atelier, etc., avec des tailleurs, des hommes et tout, j'étais stricte. C'était tu viens à telle heure, tu finis à telle heure, t'as raté 1 heure. Donc, c'est pas un système qui marche, ça aussi. Donc, j'ai appris quand même à être beaucoup plus flexible, à être beaucoup plus à l'écoute et à me dire qu'en laissant les gens dans leur confort et dans leur liberté, mais quand même d'avoir un certain contrôle, ils feront mieux leur travail. Mais ça a été le plus grand défi, c'est-à-dire avoir une main-d'œuvre qui est là, qui est loyale, qui reste et qui est consistante en fait. Bon, on va les appeler comme ça, et des gros problèmes que tu as eu dans ton business et que tu as eu à gérer. Des gros problèmes. Peut-être des échecs, peut-être des imprévus. Ah oui, les imprévus. Les échecs, les imprévus, il y en a tout le temps. Et moi, bon, dit comme ça, je ne peux même pas t'en citer. Parce que moi, quand il n'y a pas de problème et quand il n'y a pas d'échec même, j'ai peur. Je me dis toujours, dès que je me dis, je dois faire un business, je dois faire quelque chose, et même pour aller à un shooting, il y aura forcément un truc qui va se passer. Il y aura forcément un truc qui va se passer, mais pour moi, maintenant, j'ai appris en fait à l'intégrer, à me dire qu'il y aura toujours un truc qui ne marche pas. Sauf que c'est une redirection en fait pour aller vers le bon truc. Donc je ne le prends pas forcément comme une menace ou bon, un gros problème. Dit comme ça, je ne m'en rappelle pas, mais je sais que j'ai toujours eu des petits problèmes. Je te pose la question d'une autre manière. Des soucis qui t'ont fait perdre beaucoup d'argent dans le business. Beaucoup d'argent. Ou bien de l'argent. Tu sais que, si, voilà quoi, à cause de ça, j'ai dû perdre ça. Oui, toujours la main-d'œuvre. Franchement, ici, c'est vraiment ça. On a beaucoup d'artisans, mais on n'a pas forcément des artisans qui sont prêts à travailler dans le standard, en fait, dans les bons standards du prêt-à-porter. Donc moi, il m'est arrivé un jour d'arriver à mon atelier, que tous mes tailleurs fassent un groupe et qu'ils déposent leurs ciseaux et qu'ils rentrent chez eux. Ils disent « bye nañu ». Donc j'ai fermé mon atelier pendant presque 10 jours. Sauf que ça m'a forgé. Parce qu'au début, ils sentaient que c'était un système de nappe, on va dire. Ils les nappent au début. Parce qu'ils se disent, toi, tu dépends d'eux. Sauf que maintenant, moi, j'ai appris à leur faire comprendre que tu es là, tu gagnes. Mais moi, autant que tu as besoin de moi, j'ai aussi besoin de toi. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Sauf qu'au début, c'était le truc où ils faisaient beaucoup, en fait, on va dire n'importe quoi parce qu'ils ne voulaient pas les directives. Tu vas leur dire, enlève ça, ils vont te dire, c'est pas grave. Parce qu'il y a cette habitude-là. Juste l'habit est beau. Mais voilà, tout ce qui est détail, tout ça, alors que nous, c'était ça notre défi, d'avoir ces finitions, ces trucs-là. Donc un jour, ils ont fait leur petite coalition-là, ils sont tous partis. Je suis restée pendant presque 10 à 15 jours avant de comprendre en fait qu'il y a un système où je peux trouver des tailleurs, etc. C'était compliqué. Donc ils sont tous partis et j'étais là, les gens me commandaient les choses, le business existait, on va dire, dans le digital, mais en vrai, si tu arrives, c'est mort, il n'y a personne. Mais bon, après, j'ai compris que c'est un mal nécessaire. Parce qu'il y a certains qui étaient partis là, qui sont encore là, qui sont revenus. Et donc, et qui ont compris que, en fait, il y a des règles et une certaine discipline pour bien faire les choses. Ça, c'est clair. Quand on est créateur, on a... Voilà quoi, parfois, il nous arrive de voir de nos modèles ailleurs. Comment est-ce que tu gères ça? Copie, plagiat, on va l'appeler comme vous voulez. Moi, c'est plus un truc qui me fait rire. Parce que, bon, après, ça se sent parfois dans mes motifs, même en créant, je leur dis, il faut qu'on ait des petites choses assez compliquées.
Parce que je sais que la personne qui cherche à plagier cherche la facilité. Quand c'est un peu compliqué comme ça, tout ce qui est motif, ni gars ou ils font n'importe quoi. Ce qui fait que c'est même à notre avantage. C'est comme si tu vois quelqu'un créer une chaussure Adidas, tu vois la vraie chaussure, tu vois la copie, sauf que c'est un fainéant qui a fait la copie. Yeah. Donc ça fait tellement rire que c'est à ton avantage en fait. Yeah. Niveau vente, les gens se diront, bah, je préfère aller prendre le produit qui est original. Et comme je dis aujourd'hui, on ne peut pas être copié en tant que créateur. Même si tu crées la même pièce, entre guillemets, on va dire, ce que toi tu vends, c'est ton histoire. C'est ce que tu as au fond de toi, c'est tes idées, c'est tes valeurs. Et c'est une chose qu'on ne peut pas te le prendre, on ne peut pas te le voler. C'est clair. Donc pour moi, c'est un truc no stress qui me prend pas forcément la tête. J'ai aussi remarqué que tu as un positionnement, si je peux le dire, particulier. Tu fais à peu près presque que abaya. Bon, on va dire à un moment donné, c'était presque que du abaya. Pourquoi ce choix-là? Parce que moi, je me dis aujourd'hui, dans un business, il faut être bon dans quelque chose. C'est-à-dire que je veux que dès qu'on tape Abaya, Sénégal, Google, c'est meilleure boutique que tu vois. Et être bon et expert dans ce qu'on fait. Alors que j'aurais pu être dans tout, en fait, dans un début, et être super dispersé. C'est-à-dire perdre de l'argent ici, avoir des soucis ici, avoir des soucis pour se canaliser. Donc c'est vraiment un bon système de rester fidèle. Que tu ailles vraiment dans ça. Et sur cette base-là, ce produit, tu le fais évoluer, tu lui crées une histoire. Parce que moi, avec les abayas, les boubous, j'en fais ce que je veux. À un moment donné, je fais avec des baskets. À un autre moment donné, je me dis, parce que je dis à mes tailleurs chaque fois, je leur dis, mais vous voyez l'iPhone qu'on vous vend chaque année. Il y a un truc de base qui est là. Et chaque année, ils vous rajoutent quelque chose, un petit truc. Et pour moi, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le boubou, pour moi, il y a une histoire qui est illimitée, qui est derrière, ou le abaya. Et c'est à nous, justement, chaque année, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on rapporte de nouveau, qu'est-ce qui peut plaire, qu'est-ce qui peut séduire, et toujours rester dans son histoire et dans sa ligne directrice. Pour toi, quelle est c'est-à-dire ton main selling point, quoi? Toi, c'est ça ta technique pour vendre ou pas? C'est mon lifestyle, c'est moi. Parce que derrière, je ne mens pas aux followers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, les gens s'attachent à ton histoire. Je partage un peu tout ce que je fais dans mon quotidien, ce que je porte, ce que je fais. Donc, ce qui fait qu'en fait, mon business est rattaché à mon image. Carrément. C'est-à-dire que les gens te voient porter, les gens ont envie d'essayer ou de porter. Parce que c'est ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire. Bon, maintenant, je diversifie un peu. Je prends quand même des modèles d'autres têtes, etc. pour me retirer. Mais moi, je pense que c'est la base. Parce que j'ai même essayé avec le WhatsApp de mettre quelqu'un d'autre. Mais quand les gens ils viennent, ils disent « Oui, Méa, est-ce que tu peux me la passer? Allô, c'est Méa. » Donc, ils ont cet attachement-là, cette habitude-là. Et je me dis... le fait de bien traiter les gens aussi, de bien faire les choses, de vendre ce qu'on montre, ça fait que les gens ne se cassent pas la tête pour aller chercher ailleurs. Et moi, je pense que c'est ce qui fait la fidélité de mes clientes, parce que j'ai des clientes qui ont même plus d'habits meilleurs que moi, parce qu'elles ne vont pas se prendre la tête, elles sont à l'aise. Quand les gens sont à l'aise dans quelque chose, bah, ils restent dans ça, ils n'ont pas forcément envie de changer. Right. Il t'arrive d'avoir des soucis avec des clients? Oui, parfois, mais bon, disons à 98%, j'arrive à gérer le problème. Parce que je sors de l'étiquette MEA en tant que moi, et je me dis que je suis là en même temps pour régler un problème. Parce que quand quelqu'un achète une tenue et te signale un souci ou un problème, il y a une façon dont tu parles. Il y a une façon en fait de faire qui fait que la personne se calme en fait et qu'il n'y a pas le feu. Il y a un souci, on va le régler. On est à l'écoute et on est là pour vous. Il n'y a pas pour moi aujourd'hui, on ne peut pas mettre un business et prendre les trucs personnellement. Moi, je ne prends rien personnellement. Tout ce qu'on me dit, je me dis c'est une vitrine, c'est le feeling de la personne. Et quand on a un feeling, c'est valide. Et mon rôle, c'est d'essayer de régler ce problème-là. Donc, je n'ai pas forcément
des problèmes particuliers, quoi. Que bon, on peut avoir des exceptions ou des gens qui peuvent exagérer, mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, je comprends. C'est-à-dire que, oui, bon, d'après ce que j'ai compris, il t'arrive d'avoir voilà, quoi, de petits soucis avec les clients, mais tu arrives à les gérer. Exactement. C'est pas des trucs qui te dépassent, quoi. Exactement. Et c'est même pas une question, moi je me dis d'argent, je peux perdre tout de suite. C'est-à-dire que je peux te vendre une tenue, tu me dis, ah moi je pensais que la matière c'était ça. Je te dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu voudrais? Parce que quand tu es à l'écoute, en fait, tu trouves des solutions et tu évites les conflits. Et pour moi, c'est ça. Parce que quelqu'un qui donne son argent aujourd'hui, c'est important d'être à l'écoute, de savoir comment gérer, mais quand même de rester ferme quand c'est vraiment malsain ou mal... parce que quelqu'un peut venir et avoir, on va dire, envie juste de se défouler ou des choses comme ça. Mais bon, pour moi, c'est rare. Voici 100 business rentables et faciles à lancer en Afrique. Je suis Manu Arthur et depuis 2016, j'accompagne les entreprises et organisations nationales et internationales dans le cadre de notre agence Marketing Digital Expertise et j'ai aussi formé et accompagné plus de 1000 entrepreneurs et aspirants dans le cadre de notre agence Business Expertise. Si tu veux lancer un business avec les moyens du bord et gagner des revenus supplémentaires, ceci est pour toi. Nous venons de lancer un e-book inédit, 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. Dans ce e-book, tu trouves aussi des solutions adaptées pour démarrer un business avec tes propres moyens, une technique efficace pour choisir l'idée de business qui te correspond et des exemples concrets de business pour t'inspirer. Tu peux commander le e-book dès maintenant via le lien en description. Je pense que tu es dans un des domaines les plus concurrentiels. Tout le temps de nouveaux entrants. Comment est-ce que tu gères la concurrence? Franchement, moi personnellement, je pense pas que c'est un truc qui est important pour moi. Parce que comme j'ai dit, tu peux même créer la même pièce, mais tu peux peut-être pas la vendre au même prix. Tu vas la vendre à 15 000 ou à 20 000. Right. Et parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, l'authenticité, ça ne ment pas. Et pour moi, c'est ce qui fait évoluer un business. C'est-à-dire, tu as le mindset, tu as les valeurs, tu as l'histoire, tu as l'authenticité qui crée l'attachement avec les gens. Et les clients, on ne les force pas pour acheter. C'est-à-dire, ils vont que là où ils sont à l'aise ou là où ils se sentent bien. Donc, pour moi, c'est rester dans, on va dire, rester fidèle à soi-même, être focus. Ne pas se dire justement la concurrence a fait ça, donc moi il faut que... Non. Moi je me dis au contraire ce qui marche, c'est faire ce que toi tu sens. Et même si personne ne le fait. Parce qu'au début on peut se foutre de toi et tout, mais en vrai après la tendance, tout le monde peut revenir vers toi. Donc c'est vraiment rester authentique et te dire j'ai pas de copie, j'ai pas de duplicata, il n'y a rien qui me fait peur. Right. Quel est le prix de ta tenue la moins chère actuellement? Actuellement, 60 000. 60 000. C'est raisonnable, non? Bon, ça dépend déjà. Je ne vais pas répondre pour les autres. Quel est le prix de ta tenue la plus chère actuellement? Actuellement? Que j'ai déjà faite ou actuellement? Bon, on va dire On va pas aller jusqu'à... Après, ce qu'il y a, c'est que moi-même dans les prix, je ne choisis pas de faire une pièce que je vais vendre extrêmement cher. C'est dans ma stratégie, j'ai un ciblage, mais c'est une vente de masse, mais c'est très sélectif. C'est-à-dire que mes prix sont entre, on va dire, 60 au grand maximum 150 000. 150 000, c'est vraiment parce que bon, derrière, peut-être il y a eu des personnalisations, des choses comme ça, etc. Mais c'est comme quand tu vas dans Zara, en fait. Pour moi, c'est ça. Tu as un mindset, tu as une certaine cible, tu as des prix qui sont raisonnables. Même quand la personne te dit pour ce mois-là, je ne peux pas, pour les tout, il pourra. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment essayer d'habiller les femmes, de créer un système de prêt-à-porter qui fait que toutes les femmes puissent se retrouver chez nous. Donc, l'idée, ce n'est pas de mettre des prix excessifs, non plus faire des prix très très bas et faire des habits, ramener la qualité, c'est pas trop ça. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des pièces super versatiles que tu peux porter plusieurs fois, que tu peux porter partout, de bonne qualité et dans une marge de prix qui est quand même raisonnable. Et là est-ce que tu as une idée
du nombre de pays où tes vêtements sont allés. Oh. Où tu as livré quoi. Ou bien une personne, où tu as livré quoi. Nombre de pays. Donc, Tu n'as jamais compté. Non, je vends beaucoup, un peu partout. Parce que c'est un peu l'esprit de Meya Boutique. Je ne veux pas aujourd'hui créer d'appartenance. C'est-à-dire, même dans les coloris, comme j'ai dit, dans les coupes, je fais du tout. J'ai jamais été ceux qui vont dire, ouais, je vais faire que du wax ou je vais faire que du rabal. Non, moi je fais du tout. Parce que j'ai envie de toucher tous les cœurs. Donc aujourd'hui, dans les tissus, j'utilise tout. Dans les coupes, je fais tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, honnêtement, j'ai tout type de clientèle confondue. Et j'ai vu que tu as fait des ventes dans pas mal de pays. Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que tu as évolué à partir de Dakar pour aller faire des ventes dans d'autres pays, quoi, des expo-ventes, des ventes privées, etc. Le pouvoir des réseaux sociaux. Pas forcément besoin de bras longs, de gens qui t'aident. Et c'est ce que je dis. Donc, c'est super important lorsqu'on choisit en fait de travailler sur les réseaux, de faire un travail qualitatif. Parce qu'on ne sait pas qui tombe dessus. J'ai eu à habiller des premières dames, des ministres, tout type de femmes en fait. Right. Et aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un leur a dit allez acheter ça ou etc. C'est parce que pour moi, le travail bien fait, ça ne ment pas. Lorsque les gens voient notre vitrine et qu'est-ce qu'on présente, ils ont envie d'acheter. Right. Et moi, ça a commencé comme ça, hein, avec Abidjan, tout ça. C'est une clientèle qui est venue de nulle part. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens peut-être qui nous suivent sur les réseaux. Et voilà, peut-être qu'elles verront leur copine porter, une autre va demander, etc. etc. Et c'est venu tout seul. J'ai vu que tu as aussi fait New York. Comment est-ce que les gens ont accueilli la marque là-bas? Alors, à New York aussi, je pense qu'il fallait... C'est une vente privée qui m'a fait très peur. Généralement, je suis très, très confiante quand je vais en vente privée. Mais New York, justement, c'était déjà un mindset que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Et pour moi, pour créer une bonne communication, il faut savoir comment est-ce que la cible pense pour aujourd'hui créer et faire quelque chose qui peut les toucher. Et bon, j'ai fait quelques recherches, etc. Après, je me suis rendu compte que j'avais quelques clientes, mais quand même pas énormément de clientes comme sur Bamako, sur Abidjan. Donc, c'était vraiment un truc à risque parce que le billet est cher, l'hébergement est cher, tu es sur place, personne ne t'aide, il faut vraiment que tu te débrouilles. Donc, et bizarrement, c'est une vente qui s'est bien passée parce que derrière, je suis allée au feeling. Je suis allée au feeling. J'ai communiqué et sur cette base-là, en fait, quand tu communiques, tu as quelques petites réactions. Et sur ces quelques petites réactions-là, tu essaies de voir comment ces gens-là pensent. Qu'est-ce qu'ils demandent le plus? Moi, c'est sur cette base-là que j'ai produit. C'est-à-dire que je ne vais pas en vente privée, je produis 100 pièces, après je dis je vais dans tel pays. Je fais une collection, je poste. Et je vois qu'est-ce qui est le plus demandé dans ce pays-là. Et je vois que sur New York, les gens étaient plus très... Comme les gens n'ont pas le temps, les gens bougent beaucoup. Ils n'étaient pas forcément dans des pièces super habillées, mais dans des pièces très relaxes. Des boubous à mettre avec des baskets, des choses comme ça. Donc j'ai eu quelques réactions sur les réseaux. Et sur cette base-là, j'ai créé, j'ai communiqué, j'ai fait confiance à Dieu. Quand je suis partie, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Alors, est-ce que tu as fait des tenues pour des... il t'est arrivé de faire des tenues, c'est-à-dire on te contacte pour te dire oui, tu dois faire une tenue pour telle personne, ou bien il y a telle personne qui te contacte et tu te dis il y a telle personne qui me contacte maintenant. C'est-à-dire quels sont les, je sais pas, les profils ou bien les personnes pour qui tu as fait des tenues et voilà quoi, la première fois ça t'a fait donc je suis arrivé à un certain niveau. Oui. Tu peux nous partager quelques personnes à qui tu as fait des tenues et ça t'a vraiment fait quelque chose en fait? Oui. Et pour moi, c'est très, très signifiant parce que, on va dire, ça valide un peu notre travail. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très, très important de faire un travail de qualité sur les réseaux. On m'a une fois contacté pour faire des tenues pour une ministre sur Abidjan. On m'a une fois contacté pour faire des tenues de la première dame du Congo. Ça, j'ai paniqué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Mais derrière, moi, je me dis, c'est ce qui nous montre qu'il n'y a pas de limite, en fait. Yeah. En vrai, c'est des personnes normales qui portent des tenues de couturiers, de personnes, donc pourquoi pas nous? Yeah. Et même quand je faisais des tenues pour hommes, parce qu'il m'est arrivé d'en faire au début, mais en vrai, peut-être que j'en ferai, mais je n'ai pas encore trouvé le bon feeling, la bonne orientation. Je sais que j'ai eu à habiller, par exemple, j'ai eu le message de Deep qui m'a dit « Ah, j'ai mon concert, j'aime bien ce que tu fais, je veux que tu me fasses quelque chose. » Et je me suis dit « Ah, quand même !» Et ça, je pense que c'était peut-être il y a 3 ans ou 4 ans. Et après, au fil du temps, on s'habitue parce qu'on se dit que, en fait, qu'il ne faut pas se fixer de limites. Franchement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut habiller tout le monde dans la mesure où on sait, on a conscience qu'on fait un travail de qualité et un travail sérieux. Tout le monde peut nous contacter, même Beyoncé, on ne sait jamais. Donc moi, mais c'est très bien parce que ça confirme ou ça valide un peu toute l'abnégation et toute la persévérance que tu as eu derrière. Quand on te voit arriver à un certain niveau, les gens n'ont pas forcément conscience des galères, des sacrifices que tu as eu à faire. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de quelques sacrifices que tu as dû faire pour arriver là où tu en es actuellement? Alors, pour moi, les sacrifices, c'est en permanence. Il ne faut vraiment pas avoir peur de carburer. C'est-à-dire que quand on se met dans l'entrepreneuriat, sois sûr que tu auras des soucis, mais H24. Mais il faut les accepter pour pouvoir bien faire les choses. Et moi, c'est ce que je me dis. Donc, tout ce qu'on fait est galère en fait. Quand tu vas shooter, quand tu es là dehors à faire des trucs sous le soleil, moi ça m'arrive des fois de me dire je veux faire un street shoot dans la rue et je suis à Soumbédioune. Il y a beaucoup de passants, même des clients qui passent salut et tout, qu'est-ce que tu fais? Mais derrière, parce que tu veux un bon résultat, donc il faut que tu carbures. Moi, c'est ce que je me dis. Et justement, quand tu as l'habitude de faire un travail de qualité, tu es obligé de toujours monter la barre plus haute, tout le temps de faire mieux, de faire mieux, de faire mieux. Et parfois, c'est vrai que ça peut être prenant, tu dors pas, tu réponds aux clients. Tu dois gérer l'atelier, tu dois faire plein de choses. Donc au quotidien, c'est fatigant. Mais c'est aussi très très réconfortant à mon avis parce que tu as du respect pour toi-même parce que tu te dis que tu arrives à faire des choses, à mettre ton empreinte, à impacter surtout et puis voilà, raconter tranquillement ton histoire. Est-ce que tu as quelque chose que tu as vraiment, comment est-ce que je pourrais le dire? C'est-à-dire tu as dû laisser tomber ça pour pouvoir atteindre un objectif business. C'est-à-dire une chose qui était vraiment important pour toi, mais tu te dis, bon, finalement, ça, je pense que je vais laisser tomber ça parce que j'ai quelque chose de beaucoup plus grand à atteindre là-bas. Bon, pas super important, mais même la belle vie à Dakar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui aime la belle vie, qui aime sortir, qui aime aller en vacances, qui aime faire des choses. Et il m'arrive, par exemple, pour les périodes de décembre où tout le monde est en fête, moi, je travaille comme une malade parce que c'est la période où ça bouge beaucoup. Donc, tu es obligé, en fait, de tout sacrifier, de sacrifier tes sorties, de sacrifier tout ce que tu as envie de faire et de te dire que moi, mon objectif, c'est vraiment ça. Et pour moi, c'est quand tu as un business, tu es obligé et que tu veux que ça marche, tu es obligé de le prioriser et de capitaliser tout ton temps dedans. Ce qui fait que moi, les gens peuvent me reconnaître, mais on ne me verra pas partout dans Dakar. Je ne vais pas dans tout parce que je préfère être concentrée dans ce que je fais et me dire qu'au quotidien, en fait, le nombre d'heures que je mets dans mon business, pour moi, c'est ce qui montre en fait le résultat. Regarde, tu as commencé à faire des activités quand tu étais encore étudiante et on sait que quand les parents investissent dans les études, c'est pas évident. Est-ce qu'ils t'ont dit mais on a investi dans ton activité, dans tes études, il faut que tu sois cadre supérieur, etc. Comment est-ce que tu as géré ça? Ah oui, parce que ça c'est clair. Moi déjà, j'ai des parents qui sont, on va dire, cadres de banque, donc on va dire qui sont dans le système. Et pour eux, le système c'est l'idéal. Et moi, ma mère m'a toujours dit ça. Toi, comment tu as ton master
et tout. Et tu viens me dire, en fait, les problèmes ont démarré quand j'ai dit je vais démissionner. Parce que j'ai travaillé entre 2014 et 2017. Donc j'allais au bureau comme tout le monde, voilà, rouler en voiture, venir, faire genre, rentrer chez moi. Mais au fond de moi, je savais que ça là, c'est pas fait pour moi. Mais c'était comment je l'annonce en fait, pour dire à ma mère que, en fait, moi, je ne veux plus être dans ça en fait. Et au début, elle m'a dit, mais comment ça se fait? Continue, fais les deux en même temps. Ça, c'est pas valorisant. Voilà, c'est pas valorisant. Parce que aujourd'hui, parce que les parents, en fait, maintenant ça change. Hein, parce que franchement, moi, mes parents, maintenant, c'est mes premiers fans sur les réseaux. Tu rentres dans leur Facebook, ils partagent H24 mes trucs. Mais au début, c'est clair que c'est pas facile parce qu'ils ne le comprennent pas. On leur a appris que pour réussir, il faut faire l'université. Ensuite, il faut aller trimer. Même pas venir et avoir un bon poste, mais beaucoup trimer, ensuite avoir un bon poste, ensuite dire qu'on est directeur, et puis c'est tout. Ah oui, au début, moi, ça a été très, très compliqué quand j'ai annoncé que je voulais démissionner. Ma mère m'a dit, tu veux être bana. Je ne veux pas que ma fille soit bana. Je ne veux pas, tu as intérêt à faire les deux. Ma grand-mère m'a dit, va travailler. Ça, c'est des trucs de fainéants. Parce que liggéey sagle. Au Sénégal, on dit c'est valorisant. Yeah. Voilà, le fait juste de se réveiller, d'allumer sa voiture et d'aller au bureau. Mais moi, au fond de moi, franchement, je savais ce que je voulais. Donc, il faut, en business, quand on veut se lancer, il faut être très têtu. Et même quand il faut tenir tête à ses parents, il faut le faire. C'est-à-dire que se dire que payer le prix, c'est de bien faire les choses. Moi, dans ma tête, tous les jours, je me dis, je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que je ne peux pas retourner et dire à ma mère, prête-moi de l'argent, aide-moi à faire ceci. On me dira, c'était ta propre décision. Et en prenant la décision de démissionner, tout ça, je l'ai pris en compte. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux tomber malade. Je n'ai pas de carte, on va dire, d'IPM, des trucs de bureau, là, tout ça. Tu payes toi-même. Mais sauf que, exactement, elle Nous, m'a on dit est dans l'insécurité. elle m'a dit, c'est pas sûr, tu peux pas faire ça. Il n'y a pas d'IPRES, il n'y a pas de caisse de T'as sécurité rien sociale, il n'y a du tout. pas d'IPM, d'assurance. Rien du tout. Sauf que moi, je me dis, c'est un parcours qui en vaut tellement la peine. Parce qu'aujourd'hui, je te dis, hein, quand tu parviens à être là et que même les salaires que les parents ont eu ou leurs primes, moi j'aime bien m'amuser, m'asseoir et leur dire, ah, t'es à la retraite, ta prime de retraite après 30 ans, c'est combien? Un entrepreneur qui est très sérieux peut faire ces primes-là en une année. Right. Et justement, donc on va dire. Et peut-être que bon, au début c'était le bon système, mais maintenant il y a tellement de jeunes, les postes sont compliqués, Yeah. donc il faut essayer de trouver sa voie. Il ne faut pas avoir peur. C'est très important, s'écouter, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont juste projeter leur propre peur. Et c'est normal. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas ta vision. Si aujourd'hui, toi, tu es bon dans quelque chose et tu t'assois, tu sais que c'est parce que déjà, tu as cette conviction et tu as Dieu qui te parle. Moi, je me dis toujours ça parce que je mêle toujours Dieu à ce que je fais. Quand je doute, je vais prier et me dire, ah, est-ce que ça c'est bon? Mais au fond, je me dis, Dieu, il a une voix pour chacun d'entre nous. Et ce truc que tu sens là, tu peux le sentir. Et ta mère peut ne pas le sentir parce qu'elle veut que ton bien, mais elle voit autre chose. Maintenant, il faut savoir être têtu au bon moment, tenir tête, mais faire des résultats. Parce que quand tu fais des résultats, bah là, ils se rendent compte que elle était d'accord, mais quand même, ça se voit que c'est une battante, elle parvient à faire ces choses. Ça c'est super clair. Est-ce que si tu devais retourner, on va dire, à tes 16 ou bien à tes 18 ans, il y a des choses que tu ferais autrement? À mes 16, 18 ans. Non, On te dit, regarde. OK. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Dans tous les Business, domaines. dans tous les domaines, dans tout ce que tu veux. Non, moi, on te regarde aujourd'hui. On te dit, tu gardes toutes les compétences que tu as, toute la connaissance que tu as, tous les réseaux que tu as. Mais on te ramène à tes 16-18 ans. Ou bien à ton adolescence. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement? À mon adolescence. Non, moi, franchement, je pense que j'aurais rien changé. Parce que déjà, j'ai eu un parcours classique, on va dire. Justement, ce truc où tu écoutes les parents, tu fais bien les choses. Moi, j'ai pas eu forcément un parcours qui m'a beaucoup secouée. Au contraire, je suis secouée là avec l'entrepreneuriat parce que tu es obligé de te gérer. Mais plus jeune,
Non, on a eu un parcours classique. Bon, je ne sais pas si je comprends bien la question. Est-ce que, bon, vu qu'après, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as appris énormément de choses, tu as compris énormément de choses dans la vie, voilà quoi, il y a peut-être des choses quand tu les as appris, tu te dis, ah non, si je savais, j'allais démarrer ça beaucoup plus tôt, ou bien j'allais faire ça autrement, je ne savais pas, j'ai fait cette erreur-là, etc. Non, moi, j'aurais rien changé. Ok. Parce que je me dis, chaque chose arrive au bon moment, au temps de Dieu, et en fait, quand il faut, quand tu es vraiment prête. Peut-être qu'à 18 ans, on m'aurait ramené à avec toute cette capacité et toutes ces choses-là, je n'aurais pas forcément cette maturité. Peut-être que j'aurais gaspillé de l'argent, peut-être que j'aurais fait n'importe quoi, peut-être que j'aurais été dans autre chose, peut-être que ça allait me monter en fait à la tête. Alors que maintenant, non, hein, moi je me dis que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Ouais, non, je comprends. Je comprends très bien. C'est quoi tes rapports avec l'argent? Mes rapports avec l'argent. Non, aujourd'hui, moi, je me dis, je ne suis pas quelqu'un qui est obsédé par l'argent. Parce que je me dis, man, ma koy liggéey. J'aime beaucoup l'argent, hein, mais ce n'est pas la priorité dans tout ce que je fais. Même dans le business, aujourd'hui, si j'étais quelqu'un qui priorise que l'argent, ça veut dire que tu n'aurais même pas de service après-vente. Dès que tu vends, tu encaisses, la personne va dire « je ne suis pas contente », tu ne vas même pas lui répondre. Alors que derrière, pour moi, il y a beaucoup de choses à bâtir et c'est ça qui ramène de l'argent. Et ces choses-là, donc, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir l'argent tout de suite, mais il y a un travail à faire, il y a une réputation à avoir. Il faut mettre les gens avant l'argent. Et pour moi, at the end of the day, ça vient tout seul. Money will flow. Yeah. Non, je comprends parfaitement, je suis vraiment en phase. C'est que, ok, d'après ce que tu expliques, l'argent c'est juste au final une conséquence. Il y a d'autres choses à prioriser et tu les priorises. Exactement. Sûrement, tu vas. C'est-à-dire, on ne peut pas, genre l'argent à tout prix là, non. Il y a comme quelqu'un le dit si bien, il dit que le monde n'est pas assez ingrat pour de ne pas rémunérer les gens qui créent de la valeur. Exactement. Donc, quand tu crées de la valeur, quand tu fais tu rends des gens satisfaits, contents, etc. Exactement. Voilà. La vie te le rend forcément, quoi. Exactement. Deux marques que tu aimes bien, marques sénégalaises de vêtements que tu aimes bien, à part Meya. Que je consomme surtout. Oui, que tu consommes, que tu aimes. C'est à toi de voir. J'aime beaucoup Machidi. Parce que je pense que en fait, c'est aussi une question de feeling. Quand je vois un peu ce qu'il faut, c'est positif, hein? Right. Je dis Nino et Bani. Parce que tu sens que c'est des gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Et moi, ça, je le sens. Quand tu vois quelqu'un qui a une stratégie qui est claire, qui ne fait pas de tachalé, de trucs. J'aime beaucoup aussi Néné Yaya, j'en ai parlé tout à l'heure. Des marques de vêtements? De vêtements. À part Meya? À part Meya. Et des marques qui font des vêtements pour femmes? Qui font des vêtements pour femmes, que tu aimes bien? Il y en a tellement. Sur le coup, là, j'ai un trou. Non, j'ai fait exprès de te poser la question pour dire à la Nini. Pour dire à la Nini? Ah non. Comme ça, non, mais moi, quand je vois quelque chose. Quand je vois quelque chose que j'aime bien sur les réseaux, j'achète. J'achète sans. Bah, dis-nous les marques que tu achètes alors. Amour de tunique, par exemple. Amour de tunique. Tunique, donc, c'est quelqu'un qui fait des boubous. Elle fait des boubous comme moi. J'aime beaucoup Nabou Création. Elle, c'est tout ce qui est, on va dire, teinture et tout ça. Franchement, j'achète sur les réseaux. Et sur le coup, comme ça. Est-ce que tu as une référence en termes de marque de vêtements? Que j'aime bien, Nana Wax. Elle n'est pas sénégalaise, mais j'adore ce qu'elle fait. Parce que derrière, moi, je me dis, la philosophie qu'elle a,
c'est une philosophie qui marche à coup sûr. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de travailler, tu n'as pas peur de mettre la main à la pâte, tu es authentique à toi-même, tu ne cherches pas la validation des gens, le yamaner là, Carrément. parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une industrie, même quand tu viens d'arriver, les gens peuvent te faire sentir que tu es mon cadet, etc. Tu es obligé de te ranger. Alors que le fait d'avoir cette liberté et cette authenticité de faire ces choses, moi j'adore ça chez elle. Et le fait qu'elle ait compris, en fait, c'est justement cette stratégie-là. Parce qu'il y a deux modes, on va dire. Il y a ceux qui sont là, qui créent, mais qui sont plutôt dans l'art. Parce qu'il y a une mode que je respecte beaucoup, franchement, des gens qui sont dans l'art, dans les défilés, dans des choses comme ça. Et moi, quand je venais d'arriver au début, dès qu'on me dit un défilé, un truc, je suis contente, je vais y aller et tout. Avec le temps, moi, ce que je cherche, c'est habiller les gens et c'est me faire de l'argent. Donc, je ne veux pas forcément être on va dire, dans cette catégorie-là. Et elle, j'aime bien ce qu'elle fait parce que sa stratégie, elle est très claire. C'est-à-dire que c'est le truc où tu as plusieurs boutiques, tu vas en masse, tu te fais de l'argent, tu satisfais tes clients et tu investis dans autre chose. Ça, c'est clair. Imagine, on te dit, choisis un seul réseau social, les autres, tu laisses tomber. Tu choisis lequel? Instagram. Pourquoi? Parce que Instagram, je pense que c'est le réseau social qui rassemble le plus ma cible, déjà. Quoique chaque réseau social a son importance. Moi, quand je dis Facebook, c'est un réseau social à ne pas négliger. En tout cas, quand on essaie de vendre à une certaine tranche d'âge, les moments, tout ça, là, ma mère, elle vient d'avoir Facebook il y a genre 2 ans. Donc, c'est son truc actuellement. Alors que nous, c'était depuis 2010-2012. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand je vais en vente privée et que je cherche une certaine tranche d'âge assez élevée, c'est Facebook. Mais ceux qui sont un peu dans notre environnement, de notre même tranche d'âge, si c'était qu'un seul réseau à choisir, c'est Insta. C'est clair. C'est calme, c'est bien, c'est sain, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de négativité. C'est des gens qui comprennent et qui comprennent un peu les mêmes choses. Je vois. Comment est-ce que qui crée les contenus, tous les contenus qui sont sur ton compte Instagram? Qui les crée, c'est-à-dire qui fait les vidéos, tout ça? Oui, les vidéos, peut-être montage, etc. Au début, ou bien, comment est-ce que tu gères ton compte? Page? Alors, au début, ça a toujours été généralement, c'est mon frère, c'est mon petit frère. Et pour moi, créer du contenu, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses énormes. Il faut juste avoir le bon environnement. Même avec un téléphone, tu peux créer du contenu. Moi, la majorité de mes contenus qui sont sur ma page, en tout cas, si ce n'est pas des grosses vidéos pour lancer des choses, c'est pris avec le téléphone. Donc, soit c'est avec mon frère en majorité, qui était là, qui faisait tous mes contenus. Sinon, je travaille un peu avec des photographes, des vidéastes, pas mal, que je trouve sur les réseaux. Et puis voilà, quand j'aime bien le style ou en tout cas ce qu'il fait, je contacte et puis voilà. Parce que je me dis, chacun son style. Donc ce qui fait que des fois, ça ramène du nouveau en fait sur la page. Mais l'idée derrière, généralement, c'est moi. Quelle est la destination où tu voudrais faire une vente que tu n'as pas encore fait, mais que tu voudrais faire prochainement, quoi? Une destination qui te parle, quoi. Qui me parle? Moi, que tu voudrais vraiment faire, quoi. Alors moi, quand une destination me parle, c'est que je sens qu'il y a du potentiel. Donc, généralement, c'est pas forcément pour visiter le pays ou qu'il y a un attachement. Mais c'est quand je vois, par exemple, un pays que je n'ai pas encore fait, qui a beaucoup de potentiel et elles achètent beaucoup chez moi, c'est la France. Voilà. Donc, je sais qu'en France, elles achètent beaucoup pendant les périodes de fête, tout ça. Elles commandent beaucoup chez moi. Donc, c'est une destination, Inch'Allah, que j'aimerais faire. Il faut que tu fasses ça. Inch'Allah, tu vas faire une vente privée normale. C'est clair. Là, ben Champs-Élysées. Alors, les Dior taxaw, Louis Vuitton taxaw, Exactement. Calmez-vous. On est là. C'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il y a une chose qui ne peut manquer dans ta journée? Bon, on va dire, déjà, comment est-ce que tu organises ta journée?
Alors, comment j'organise ma journée, c'est-à-dire une journée normale niveau business, normal. quoi. C'est donc déjà en premier, c'est la prière, parce que pour moi, ça me stabilise beaucoup. Ensuite, je suis très motivational coach, parce que moi, je me dis ce que je consomme, c'est ce qui me donne mon mood. Même avant de venir ici, j'ai vraiment eu à regarder des vidéos, des choses positives, parce que moi, ce qu'il y a dans mon Qui est-ce que tu écoutes? environnement, Tu aimes écouter, on va dire. Qui est-ce que tu aimes écouter? alors, j'aime beaucoup Lisa Nicole, j'aime beaucoup Oprah, je l'écoute beaucoup aussi. J'aime beaucoup Steve Harvey. Ouais, je pense que c'est les trois que j'écoute le plus. Michelle Obama, elle te parle? Oui, ça va. Mm-hmm. Après, je ne suis pas forcément dans ces contenus, je les cherche et tout, mais quand on rentre dans mon feed sur Instagram, c'est ce qui sort le plus. Donc, comment est-ce que tu fais pour... Bon, on va revenir comment est-ce que tu organises ta journée. Bon, c'est quelque chose qui m'est venu en tête. Okay. Comment est-ce que tu fais pour continuer à évoluer, à apprendre? J'apprends beaucoup de mon environnement. Moi, je me dis, dans un business, le seul moyen de tenir, de le faire évoluer, de faire 30 ans, 20 ans, 50 ans, c'est d'écouter ce qu'il y a autour et de toujours se réinventer. Parce qu'aujourd'hui, quand on me dit qu'un secteur est saturé, je me dis, quand les gens vont tous là, toi, tu vas là-bas. Et tu écoutes, en fait, ce que les gens veulent, leurs besoins. À chaque fois qu'il y a du nouveau, les gens sont toujours intéressés, en fait. On revient dans l'organisation de ta journée. Donc, prière, okay. Motivational coach. Oui, ensuite, je vérifie un peu ce qui se passe, hein, généralement, dans l'atelier, parce que j'ai une assistante qui gère et tout. Je travaille beaucoup sur WhatsApp avec mes tailleurs, donc quand je vois des choses qui m'inspirent, etc., donc je leur envoie. Ensuite, c'est le petit déjeuner. Ensuite, franchement, moi, je suis très réseau. Hein. Je suis tout le temps scotchée à mon téléphone et j'apprends beaucoup parce que j'essaie de regarder, en tout cas, des choses qui m'inspirent. Pas forcément que des choses qui me divertissent, mais aussi des choses qui nourrissent mon savoir, qui nourrissent mon âme, qui me rendent bien. Et puis, faire mon sport. Ce mois de là, je vais aller au sport. Et puis, essayer de faire des choses positives, on va dire. Voilà. Et à quel moment est-ce que tu gères le business? Pendant la journée, mais moi, beaucoup à distance. Hein. Franchement, je gère beaucoup à distance. Après, je ne suis pas H24 dans mon atelier, tout ça. J'aime bien être là, donner les objectifs, les choses à faire. Tout ce qui est programme, commande, tout ça, c'est par WhatsApp. Moi, franchement, je suis très, très digitale. J'envoie. Et puis, bon, après, il y a un moment pour être là et contrôler, mais il y a quelqu'un qui le fait. Mais moi, je me dis, quand j'investis sur moi, c'est ce qui m'aide en fait à faire de belles choses, des choses extraordinaires. Donc je prends beaucoup de temps pour moi. Est-ce qu'il y a eu des choses qui te sont arrivées dans ta vie et qui ont créé un déclic? Des choses qui ont vraiment changé ta manière de voir certaines choses, quoi. Une expérience qui t'arrive. Non, ça c'est... Voilà, quoi. Ça t'impacte tellement que ça change ta manière de voir certaines choses. Ou bien ta manière de te comporter dans certaines situations. Des choses qui sont arrivées dans ta vie. Posé comme ça, je n'arrive pas forcément à trouver un événement marquant, mais je me dis au quotidien, on apprend toujours. Moi, j'apprends toujours de mon quotidien, de plein de choses. Je sais que j'ai beaucoup grandi. Les choses qui me faisaient palpiter ne me font plus palpiter. Tu apprends à être à l'aise et puis à te dire que tu vas avec le flow de la vie. Voilà. Mais j'apprends beaucoup de ce qui se passe parce que je me rends compte qu'il y a des trucs qui peuvent me faire flipper tout de suite ou des choses qui me faisaient flipper il y a 2 ans. Je me rends compte que 2 ans après, je suis en vie, je suis là, donc il n'y a rien. Du coup, des fois, la peur, elle est très psychologique ou les choses qui nous arrivent. Franchement, moi, je travaille beaucoup avec mon cerveau parce que je me dis, si j'arrive à le manager, je peux gérer beaucoup de choses. Et toutes les choses qui nous arrivent pour moi, ils arrivent à notre avantage. C'est-à-dire qu'ils nous permettent d'être toujours notre meilleure version. Si tu as un business que tu veux développer, notre formation marketing digital te permettra d'acquérir les compétences pour booster la visibilité et les ventes de ton business. C'est une formation pratique avec des vidéos explicites que tu peux suivre sur ton ordinateur
ou même ton smartphone tout en avançant à ton rythme. Tu peux visiter dès maintenant notre plateforme de formation pour avoir un aperçu de notre contenu et aussi lire les multiples avis de ceux qui ont déjà testé notre formation marketing digital. Tu peux retrouver dès maintenant le lien de notre formation marketing digital en description. C'est quoi la prochaine étape de ton business, Maya Boutique? C'est quoi la prochaine étape? Alors pour moi, c'est conquérir beaucoup plus de pays, faire énormément de ventes privées et puis voilà, raconter l'histoire du Sénégal. En vrai, c'est un peu ça, c'est viser des pays, aller rencontrer les gens, faire des ventes, beaucoup apprendre, revenir, voir comment améliorer, etc. Parce que moi, je me dis, moi en tout cas, je vais beaucoup avec le flow. Je suis pas la personne qui fait un peu ce qu'on m'a appris à l'école, hein, études de marché, écrire, c'est quoi ma projection dans 5 ans. Ensuite, non, c'est-à-dire que je vais beaucoup dans le feeling. Dès que je vois un truc qui me marque, je note dans mon téléphone et je sais que je peux l'exploiter pour faire une autre étape ou un next step dans mon business. Mais je ne me mets pas de pression. Ok. Est-ce que tu as bon, on va l'appeler vision si on veut, c'est-à-dire là, tu as une image voilà, d'un endroit ou bien d'un niveau où, si tu arrives à ce niveau, tu te diras non, j'aurais atteint, voilà quoi, j'aurais vraiment atteint le niveau que je veux. Parce que ça, ce sera quand je vais mourir, hein? Parce que je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je veux dire, je ne me fixe pas de limite, genre quand j'arrive à telle année ou quand j'arrive à tel niveau de... Ah non, je parle en termes de business, quoi. De notoriété, c'est-à-dire en termes de business. C'est-à-dire, toi, c'est quoi peut-être sur vraiment le long terme, où est-ce que tu vois cette activité-là? Dans le long terme, c'est s'habiller. Toutes les femmes, c'est-à-dire toutes les femmes aujourd'hui, qu'elles puissent se retrouver chez nous. C'est comme quand tu vas à des boutiques, on va dire des vraies boutiques physiques Zara un peu partout dans le monde, c'est avoir cet impact-là au niveau du digital et que les gens puissent commander. Mais ce qui est sûr, c'est que je réfléchis à ça parce que je ne serai pas là à répondre derrière un WhatsApp. Yeah. Mais quel système en fait mettre qui n'est pas forcément le système européen, juste site web, etc. Right. Un système ou un centre d'appel, un truc friendly où les gens peuvent commander, discuter. Parce que pour moi, quand tu achètes des tenues, il y a un certain bien-être que ça te procure. C'est un peu comme une thérapie. Donc je trouve que c'est très avare d'avoir juste un site, des couleurs et puis voilà. Donc c'est aller à un next level, je ne sais pas quoi encore, mais aller à un next level dans la façon de faire du prêt-à-porter, de vendre et puis voilà, d'exporter nos boubous partout, de faire porter par n'importe qui parce qu'il n'y a pas de limite. Et puis voilà, pour moi, il n'y a pas de limite. Et c'est quoi la prochaine chose en préparation? Une collection pour les fins d'année ou il y a quoi de prévu? Alors là, je prépare ma vente privée qui doit se passer sur Abidjan du 26 au 30. Donc je suis en train de voir... de ce mois? Non, du mois de novembre? Du mois de novembre. Ok, voilà, 26 au 30. Et puis voilà, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire de nouveau justement. Parce que quand tu vas quelque part tout le temps et que tu fais la même chose, ça ne passe pas. Donc chaque année, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire. Là, je suis vraiment dans ma séance, on va dire, avec moi-même pour trouver qu'est-ce que je peux faire d'assez créatif qui peut captiver les gens. Et qu'est-ce que je peux faire aussi voilà, pour tout ce qui est fête de fin d'année, parce que c'est une bonne période. Voilà, c'est une période qui marche bien, c'est une période où les gens sentent un peu cette magie-là. Donc comment je peux faire une collection qui puisse bien marcher et puis marquer surtout les gens. Une collection qui marche bien, normalement, ça peut... Si ça rapporte combien pour toi, c'est bon? Il ne faut pas me faire sortir des histoires d'argent ici. Je vais répondre au prochain truc. Après, ils nous sortent des trucs, non, on est en Afrique, soutoureux, à chaque fois qu'ils vous sortent des trucs de soutoureux, sachez qu'ils sont dans les 8-9 chiffres. Ça, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, tu as quelque chose à nous partager pour la fin? Ou bien tu as quelque chose, un point que tu voudrais qu'on... Alors pour la fin,
Pas grand-chose. Hein. J'aime beaucoup ce que tu fais parce que je vois les extraits défiler souvent sur mon feed et me dire que en fait, chacun peut créer son histoire. Il faut vraiment beaucoup s'écouter, prendre beaucoup de temps pour soi, être très, très têtu quand on veut quelque chose. Et puis, pour moi, connaître son why, c'est-à-dire son purpose, on est là pourquoi? Parce qu'il y a le new pour nous top ou qu'on essaie de voir ce que les autres font. C'est vraiment creuser, voilà, au fond de nous. Et voilà, trouver sa voie. Et puis, parce que pour moi, ligue aussi, tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce qui est entrepreneuriat, peu importe le domaine et tout, c'est aussi une façon de louer le Seigneur. Donc, voilà, c'est aussi dire aux jeunes qui peuvent très tôt détecter ce qu'ils veulent, voilà, qu'ils se lancent, qu'ils ne doutent pas d'eux. Tu n'écoutes pas les gens, parce qu'au Sénégal, les gens, ils parlent beaucoup, oui, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas les écouter, il faut être très têtu et très égoïste. Hein. Quand il s'agit de business, il ne faut pas faire les choses pour satisfaire les autres, il faut faire les choses pour soi et aujourd'hui pour amdjering, c'est-à-dire avoir de l'impact sur les gens, échanger. Parce qu'aujourd'hui, un business, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi l'impact moral qu'on a sur les gens, l'impact psychologique qu'on a sur les gens et pourquoi pas demain aussi avoir un impact financier, comment aider, etc. Donc, lancez-vous. En tout cas, merci pour la masterclass. J'ai bien aimé les points, surtout vraiment marketing. Et on sent que tu vis le marketing, quoi. Tu vis et et pour moi, tu as dit quelque chose de très important, le fait de mettre le client au centre de tout ce que tu fais. À chaque fois, même c'est ce qui te permet même de continuer à exister sur le marché, c'est d'écouter le marché, d'écouter les clients, etc. Et ça, c'est super, super, super important. En tout cas, on a énormément appris et moi, je pense que ça fait très longtemps que je te follow, que je vois ton évolution. Je pense il y a une interview c'est une interview de BBC, ça, c'est longtemps. Hein? Oui, c'était en 2019. Bien avant. C'était mon dernier en plus. Et oui, bien avant, j'ai commencé à te follow, à regarder les steps que tu mettais après, par la suite, les expos ventes, etc. Donc, vraiment, tu en as fait du chemin. Hein? Tu es dans le domaine depuis combien de temps? 2016 à maintenant, 2015, on va dire à maintenant. Et là, ça 9 ans. Tu es 9 ans dans l'habillement, avec ta marque? Avec ma marque, 9 ans. Parce que j'ai lancé en 2015. Là, tu es devenue experte en la matière. Parce qu'après, on dit oui, il te faut 10 ans. Là, tu es devenue experte dans ce domaine-là. En tout cas, vraiment, merci pour ta générosité parce que tu as partagé énormément de choses. Merci pour ton temps que tu nous as donné, pour cette consultance gratuite. Masterclass, on va l'appeler aussi si on veut. Vraiment, guys, c'est ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, donner beaucoup de cœur, à aller follow, parce qu'on va partager comme d'habitude, comme avec tous les invités, ces réseaux en description. Allez follow en masse et achetez aussi. Il faut acheter. Right? Donc, tout à l'heure en venant, j'ai dit à madame, donc aujourd'hui je reçois, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Il faut aller acheter. Exactement. Madame, toi aussi, il faut aller acheter. Merci. Donc, c'est ça, guys. So, à la prochaine. Merci.